Au barbecue familial, ma cousine a levé son verre à la vraie fille, celle qui est restée et s'est occupée de maman. Puis ma mère lui a tendu un collier en diamant que je pensais être le mien. Elle le mérite plus, a-t-elle dit. Je tenais la pince, retournant le poulet. Personne ne m'a regardé. J'ai rassemblé mes enfants sans un mot. 2 jours plus tard, la banque de ma mère l'a appelé. Je n'ai pas pleuré au barbecue. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Je me tenais là, tenant des pinces en métal graisseuses, retournant du poulet quand ma cousine a levé son verre et a prononcé ces mots à la vraie fille, celle qui est restée et s'est occupée de maman. Et tout le monde a ri, pas le genre de rire nerveux. C'était le genre facile. Le genre que les gens font quand ils sont d'accord avec ce qui est dit, le genre qui vous fait savoir que la blague n'est pas vraiment une blague. C'est juste la vérité que personne ne voulait dire à voix haute jusqu'à maintenant. Puis ma mère a donné un collier à Kim. Le collier de ma grand-mère, une chaîne en or blanc, un pendentif en diamant au milieu, en forme de larme. Elle le gardait enfermé dans une petite boîte à bijoux en verre. Enfant, je me faufilais dans sa chambre juste pour le regarder. Quand j'ai eu 14 ans, elle m'a laissé le porter pendant 10 minutes pour mon anniversaire. Elle l'a attaché autour de mon cou et a dit, « C'est à toi quand je ne serai plus là. » Je l'ai cru. Maintenant, il était autour du cou de Kim. Et ma mère a dit, « Elle le mérite plus. » Je me souviens encore de la façon dont Kim a souri. Elle n'avait même pas l'air surprise, juste suffisante. Sa main est allée directement au pendentif, le touchant comme si elle le possédait déjà. Elle le faisait probablement dans son esprit. Peut-être l'a-t-elle toujours fait. Je n'ai rien dit. Je ne me faisais pas confiance non plus. Mes mains tremblaient, et je pouvais sentir la chaleur du grill comme si elle grimpait sur mes bras. Alors, j'ai fini de retourner le poulet, j'ai fermé le couvercle, j'ai posé les pinces et je suis rentrée à l'intérieur. J'ai rassemblé mes enfants. Mon mari était sur le porche, buvant une bière avec mon oncle, faisant semblant de ne pas avoir entendu ce qui s'est passé. Je ne lui en voulais pas. Il a toujours détesté les drames, et ma famille en est pleine. J'ai fait les sacs, dit aux enfants que nous partions tôt. Je n'ai pas expliqué pourquoi. Je n'ai dit au revoir à personne. J'ai juste chargé la voiture, mis un film pour les enfants, et je suis partie de ma maison d'enfance comme si je ne devais jamais revenir. Nous logions dans un Airbnb de l'autre côté de la ville. Quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai verrouillé la porte de la salle de bain, me suis assise sur le bord de la baignoire, et j'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Le genre de pleurs qui donne l'impression que quelque chose en vous est en train de mourir. Ce n'était pas seulement le collier. C'était le fait que je me suis laissé espérer. Je pensais que peut-être si j'en faisais assez, planifiais assez, donnais assez, peut-être que cette fois je ne serais pas invisible. Mais je l'étais. Je l'étais toujours. Quand j'ai quitté la maison à 19 ans, ce n'était pas parce que je les détestais. C'était parce que je le devais. Ma mère n'a jamais été facile. Elle a la langue acérée, est contrôlante, passive-agressive. Elle sait comment vous faire sentir comme de la poussière sans jamais élever la voix. Mais elle avait aussi de bons moments. C'est ce qui me faisait revenir. En espérant que ces dernières années, elle déclinait. Pas rapidement, juste de petites choses, oublier les factures, mélanger les noms, être dépassé par des tâches simples. J'ai commencé à aider à distance. Silencieusement, je ne voulais pas de reconnaissance. Je voulais juste qu'elle aille bien. J'ai mis en place ces paiements de taxes foncières automatiquement depuis un compte à mon nom, payé sur mes propres économies. Je lui envoyais $500 chaque mois. J'ai payé un nouveau chauffe-eau l'année dernière quand son ancien s'est cassé et je ne l'ai dit à personne. Elle a pleuré au téléphone quand je l'ai fait. Elle a dit que j'étais une bonne fille. Je me suis accrochée à ça plus longtemps que je n'aurais dû. Je ne l'ai pas dit à mes frères et sœurs ou à Kim parce que je pensais que ça n'avait pas d'importance qui savait tant que ma mère était en sécurité. Mais il s'avère que ça avait de l'importance. Ça avait beaucoup d'importance parce qu'à ce barbecue, elle ne m'a pas remercié. Elle ne m'a même pas regardé. Et quand elle a donné ce collier à Kim, ce n'était pas juste un cadeau. C'était un message. Tu n'es pas la fille dont je prends soin. 2 jours plus tard, la banque de ma mère l'a appelé.
Je le sais parce qu'elle m'a appelé la seconde où elle a raccroché en criant. Apparemment, ses paiements de taxes automatiques ont été rejetés. Le compte d'urgence qu'elle utilisait pour les services publics et les factures médicales a été gelé. Tout s'est arrêté en même temps. Et quand elle a essayé de se connecter au compte conjoint, mon nom avait disparu. Je n'ai pas crié en retour. J'ai juste laissé hurler. Quand elle a finalement arrêté, j'ai dit « Laisse-le s'en occuper ». Elle a raccroché. Depuis, mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Ma mère, ma tante, ma sœur qui ne m'avait pas parlé depuis Noël dernier. Toutes disant que je suis cruelle, égoïste, que je réagis de façon excessive, que je ne devrais pas l'avoir coupé pour quelque chose d'aussi petit. Mais elles ne comprennent pas. Ce n'était pas petit. Il ne s'agissait jamais du collier, du toast ou de la fête. C'était des années d'être à l'arrière-plan, celle qui est partie, celle qu'il tolérait mais ne choisissait jamais. Et je l'ai enfin vu clairement. Qui m'a emménagé chez ma mère maintenant? Je ne le savais pas avant que ma cousine Rachel ne le mentionne en passant dans un chat de groupe, demandant si je pouvais envoyer des fleurs parce que ma mère ne s'adaptait pas bien. Je n'ai pas répondu parce qu'ils ne connaissent pas toute la vérité. Ils ne savent pas ce que j'ai fait d'autre, ce que j'ai arrêté de faire ou ce que j'ai commencé à faire, mais ils vont le découvrir. Et quand ils le feront, tout va changer. Le premier signe réel de problème est arrivé 3 semaines après le barbecue. Mon téléphone a vibré avec un SMS de mon oncle Marc, le frère cadet de ma mère. Il ne s'implique jamais dans quoi que ce soit. C'est le genre à rester silencieux, à maintenir la paix, à payer ses factures et à éviter les drames. Mais le message était court et allait droit au but. Salut, tu savais que le comté a envoyé un avis de retard à maman pour la maison? Cette maison? Celle où nous avons grandi? Celle que j'ai maintenue à flot sans jamais recevoir de remerciements. Je savais que l'avis était arrivé parce que j'avais arrêté de payer les taxes. Je l'avais prévenu plus d'une fois que les frais de retard s'accumulaient. J'avais proposé de l'aider à refinancer. Elle m'ignorait à chaque fois. J'ai attendu un jour complet avant de répondre. J'ai juste dit oui, je sais. Puis j'ai éteint mon téléphone à nouveau. Plus tard cette semaine, ma mère m'a appelé en pleurant. Pas en colère, pas en criant. En pleurant. Elle a dit que Kim n'avait pas d'argent pour couvrir quoi que ce soit. Elle a dit qu'elle pensait que Kim avait plus d'économie, qu'elle supposait que quelqu'un continuerait à aider. Sa voix est devenue plus calme quand elle a dit cette partie. Quelqu'un comme toi. Elle a dit qu'elle me manquait avec mes enfants. Elle m'a demandé de lui rendre visite. Elle a dit qu'elle était désolée si elle m'avait blessée. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit oui non plus. Je lui ai juste dit que j'avais besoin d'espace en ce moment et j'ai raccroché. Après cela, la culpabilité a commencé à s'installer. C'est la chose que personne ne vous dit à propos de vous affirmer. Quand votre famille vous a toujours traité comme le jetable, même les limites de base ressemblent à de la cruauté. J'ai commencé à douter de moi. Je me couchais et je pensais, peut-être que ce n'était qu'un malentendu. Peut-être que Kim ne voulait rien dire avec le toast. Peut-être que maman essayait juste de la faire se sentir spéciale. Puis j'ai reçu l'email. C'était d'un avocat. Celui de ma mère. Il a dit que ma mère cherchait à retirer mon nom de sa procuration médicale. Elle désignait Kim à la place. Pas d'appel, pas d'avertissement, juste une lettre légale. Comme ça, après tout ce que j'avais fait, j'étais dehors. C'est là que quelque chose a craqué en moi à nouveau. Pas d'une manière explosive. Juste froid, clair, concentré. Parce que voici la partie qu'ils ne savent pas. Je possède 30% de cette maison. Ma mère ne savait pas ce qu'elle faisait avec son argent. Et il y a quelques années, elle m'a demandé de l'aider à rembourser un prêt prédateur. En retour, je lui ai fait signer des papiers transférant la propriété partielle à moi. Elle a oublié ou a fait semblant d'oublier. J'ai fait vérifier par un avocat le mois dernier. C'est solide. Alors, quand les avis de retard ont continué d'arriver et que Kim a commencé à organiser une collecte de fonds familiales pour sauver la maison, je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai laissé supplier. Elle m'a appelé une fois, la première fois depuis des années. Sa voix était douce comme du miel. Nous essayons tous de contribuer,
tu sais, de garder grand-mère dans sa maison. Je pensais que tu voudrais peut-être aider aussi. Je n'ai pas répondu à la partie concernant grand-mère. J'ai juste dit, j'ai déjà contribué plus que tu ne le sauras jamais. Et j'ai raccroché. 2 semaines plus tard, l'avis de saisie a été affiché. Et c'est là que la vraie panique a commencé. Ma tante s'est présentée à ma porte. Je ne l'avais pas vue depuis 5 ans. Elle a apporté des cookies, a essayé de bavarder, puis a finalement dit ce qu'elle était venue dire. Nous voulons tous la paix. Ta mère vieillit. Tu ne peux pas laisser tomber ça. Mais je n'avais pas commencé la guerre. J'avais juste arrêté de faire semblant que rien ne s'était passé. Je lui ai dit que je n'arrêtais pas la saisie. Et si elle voulait tellement la maison, elle pouvait essayer de racheter ma part. Elle n'avait pas l'argent, et je ne leur donnais pas un sou de plus. Ce week-end-là, qui m'a posté une photo sur Facebook de ma mère assise sur une chaise de jardin enveloppée dans une couverture devant la maison. Légende, nous ne les laisserons pas prendre notre maison de famille. Certaines personnes pourraient abandonner le sang, mais moi jamais. Cela a eu plus de 200 commentaires. Sympathie, tristesse, des gens offrant de faire un don, mais personne ne connaissait la vérité. Personne ne savait qu'elle vivait gratuitement dans une maison que j'avais aidé à sauver pendant des années. Qu'elle n'avait jamais payé une seule facture de service public, qu'elle avait ignoré 3 avis avant même de dire à ma mère ce qui se passait. Ils ne savaient pas que je nettoyais leur désordre en silence depuis une décennie. Mais j'ai arrêté de me taire parce que j'avais une dernière carte à jouer et je la gardais pour le moment idéal. Je pensais être préparée aux retombées, mais je n'étais pas prête pour ce qui allait suivre. 3 semaines avant la vente aux enchères de la saisie, ma cousine qui m'a essayé de me poursuivre en justice. Elle a déposé une plainte devant le tribunal des petites créances alléguant que j'avais financièrement manipulé ma mère pour qu'elle me cède une partie de la maison, que j'avais profité d'une femme âgée en déclin cognitif et que je l'avais poussée à renoncer à la propriété sans bien comprendre ce qu'elle signait. C'était audacieux et désespéré, mais pas complètement stupide parce que ma mère commençait à oublier des choses. Pas de grandes choses, pas encore, mais assez. Assez pour qu'un bon avocat puisse tordre cela. Assez pour que les gens qui ne nous connaissaient pas puissent croire que je l'avais trompée. Elle a même apporté des captures d'écran de SMS, des anciens, où je rappelais à ma mère les factures qu'elle avait oublié de payer ou que j'avais géré cela à nouveau ce mois-ci. Qui m'a transformé cela en preuve de contrôle. Cela m'a rendu malade. Ma propre mère a signé une déclaration jurée soutenant la plainte. Cela m'a blessée plus que tout. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu renoncer à une partie de sa maison. Qu'elle ne se souvenait pas avoir accepté quoi que ce soit de définitif, qu'elle était confuse à l'époque, mais que la paperasse était solide, notariée, légalement déposée. Mon avocat a appelé cela un « aïe-Marie », coup de dé, mais quand même, c'était assez un désordre pour que le tribunal émette un gel temporaire de la vente de la propriété jusqu'à ce qu'elle soit résolue. J'aurais dû être en colère, furieuse, mais tout ce que j'ai ressenti était un vide, comme si je regardais tout cela se produire derrière une vitre. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un fil de discussion de mai imprimé entre Kim et ma sœur. Des pages de messages d'avant en arrière, de planification, de complot, de dates, aussi. Bien avant le barbecue, elle parlait de comment m'évincer de la vie de ma mère, comment positionner Kim comme la gardienne. Ma sœur avait même plaisanté sur le fait que ce serait facile de pousser le moment du collier si nous mettions le ton correctement. Kim a répondu, une fois que j'aurai ce truc sur moi, c'est fini. Elle va exploser et se faire passer pour la méchante. Regarde. Je n'ai pas explosé, mais ça n'avait plus d'importance parce que maintenant j'avais la preuve. Pas seulement de manipulation, mais de ciblage émotionnel prémédité, d'utilisation du déclin mental de ma mère pour le pouvoir et l'image. Je ne sais pas qui l'a envoyé. Peut-être quelqu'un de la famille avec une conscience. Peut-être Rachel, ma cousine qui a glissé sur Kim qui emménageait. Ça m'était égal. J'ai envoyé les emails à mon avocat. Puis j'ai déposé une demande reconventionnelle pour manipulation de personnes âgées, diffamation, fraude civile, et quelque chose d'autre aussi. J'ai demandé un audit médico-légal de tous les comptes de ma mère des 3 dernières années. Parce que quelque chose n'allait pas. Toutes ces années où j'envoyais de l'argent.
Toutes ces fois où elle disait qu'elle n'avait pas assez pour les médicaments ou l'épicerie. Je pensais qu'elle était juste mauvaise avec l'argent. Mais peut-être que ce n'était pas elle qui le dépensait. Peut-être que Kim y avait mis la main avant que je ne retire tout. 3 semaines plus tard, j'ai reçu le rapport préliminaire. Et il confirmait ce que je suspectais déjà. Plus de 14 000 $ de l'argent que j'avais envoyé pour les factures et les médicaments avaient été retirés en espèces. Presque tous les jours où Kim conduisait maman à la banque. Une partie est allée à Sephora, une partie à des appareils électroniques, quelques-unes à un hôtel-boutique à Napa. Pas une seule facture de service public n'avait été payée avec cet argent depuis plus d'1 an. Ma mère ne savait pas ou ne voulait pas savoir, ça n'avait plus d'importance parce que le tribunal le savait. Et maintenant, il ne s'agissait plus seulement d'un collier ou d'une maison. C'était criminel. La date du procès a été fixée. Kim ne s'est pas présenté à la première audience. Son avocat est venu seul et a demandé une prolongation, invoquant une maladie familiale. Le juge l'a accordé, mais pas sans un avertissement. Cela m'a donné plus de temps. Et cela s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin parce que l'expert médico-légal a continué à creuser. Et ce qu'elle a trouvé ensuite m'a rendu malade. Kim s'était ajouté comme titulaire secondaire de carte sur l'une des anciennes cartes de crédit de ma mère. La carte était au nom de ma mère, mais elle ne l'utilisait jamais. Elle ne savait même pas qu'elle l'avait encore. Pendant près de 2 ans, Kim l'avait utilisée discrètement. De petites sommes, puis des sommes plus importantes. D'abord l'épicerie, puis l'électronique, et finalement un billet d'avion pour Hawaï. 2 mois avant le barbecue, Kim était allée à Hawaï pendant 5 jours. Elle a posté des photos d'elle à la plage avec la légende « Travaille dur, repose-toi plus dur ». Ma mère pensait que c'était une retraite professionnelle. Ce n'était pas le cas. Elle a utilisé la carte de ma mère pour payer le vol et l'hôtel. Elle l'a même utilisée pour acheter des soins de spa. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est la date. J'ai vérifié le calendrier. Le jour où Kim est partie en avion, ma mère m'avait appelé en pleurant. Elle a dit qu'elle se sentait étourdie, que sa poitrine était serrée. Je lui ai dit d'appeler le 911. Elle a dit non. Elle ne voulait pas faire d'histoire. J'ai commandé son épicerie, j'ai appelé un voisin local pour prendre de ses nouvelles. Pendant ce temps, Kim buvait des cocktails sur une plage. J'ai tout remis à mon avocat. Cette fois, quand la prochaine audience est arrivée, Kim n'a eu d'autre choix que de se présenter. Elle avait l'air différente, plus mince, plus pâle, le maquillage appliqué trop lourdement. Elle ne m'a même pas regardée, elle s'est juste assise là en feuilletant des papiers comme si elle faisait semblant d'être calme. Ma mère est venue aussi. Elle portait un pull gris que je lui avais acheté à Noël dernier. Il avait encore l'étiquette. Elle ne l'a porté qu'à ce moment-là, comme si elle essayait d'envoyer un message. Elle non plus ne me regardait pas. La salle d'audience était silencieuse, juste le juge, les avocats et les gens qui étaient autrefois ma famille. L'avocat de Kim a essayé de soutenir que ma mère lui avait offert l'argent et que Kim n'avait pas réalisé que la carte était toujours à son nom, qu'aucune fraude n'avait eu lieu. Mais mon avocat avait les reçus, littéralement des relevés imprimés, des historiques de transactions, et surtout, de l'audio, un message vocal que ma mère m'avait laissé il y a des mois, me remerciant d'avoir payé sa facture d'eau et de l'avoir sauvée de la coupure à nouveau. À cette date, Kim avait utilisé le compte d'urgence pour s'acheter de nouveaux pneus. C'était froid, calculé, clair. Le juge n'a pas statué ce jour-là. Il a dit que cela prendrait du temps. Mais je pouvais le voir sur son visage. Le dégoût, l'épuisement. Après le tribunal, je me suis tenue dehors sur les marches, regardant les voitures passer. Ma mère est passée avec Kim. Elle n'a rien dit, mais elle s'est arrêtée juste une seconde et m'a regardée, pas en colère, pas triste, vide, comme si elle ne savait pas qui j'étais. Ou peut-être qu'elle le savait et qu'elle s'en fichait maintenant. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Je n'ai même pas allumé la radio. Mes enfants étaient à l'école. Mon mari m'a envoyé un texto pour demander si je voulais des plats à emporter. J'ai dit oui. Je me suis assise seule dans la cuisine, fixant un mur blanc. Et j'ai pris une décision. J'en avais fini de jouer en défense. Ils avaient essayé de m'effacer en silence.
Maintenant, j'allais faire du bruit, pas seulement au tribunal, mais en public. J'ai commencé à rassembler tout. Capture d'écran, messages vocaux, photos, emails, relevés bancaires, tout. Je n'allais pas le publier en ligne. Pas encore. Mais j'ai commencé à écrire, à documenter, à organiser. Parce que si le tribunal ne s'en occupait pas, moi je le ferais. Pas par rancune, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose. Ils n'essayaient pas seulement de m'exclure. Ils essayaient de me remplacer. Et s'ils voulaient une guerre, ils avaient choisi la mauvaise fille. Cela s'est terminé comme la plupart des choses comme ça, pas avec un grand moment, mais avec des coupures lentes et nettes qui ne cessaient jamais de saigner. Le juge a statué en ma faveur. La fraude de Kim était indéniable. Elle a été condamnée à rembourser plus de 17 000 $, plus les intérêts, plus les frais de justice. Elle a essayé d'agir en état de choc dans la salle d'audience comme si elle ne comprenait pas comment cela était arrivé, mais son visage est devenu blanc quand mon avocat a remis la dernière pièce de preuve, des images de sécurité de la banque. Elle retirant 600 $ en espèces avec ma mère assise seule dans la voiture dehors. Ma mère n'a rien dit pendant tout ce temps. Elle a juste gardé les yeux baissés. Lorsque le juge a mentionné l'utilisation abusive du compte d'urgence que j'avais financé pendant des années, ma mère a cherché des mouchoirs dans son sac. Je l'ai regardée une dernière fois. Elle ne m'a toujours pas regardé. La saisie a continué, mais avant que la maison ne soit mise aux enchères, j'ai fait un dernier mouvement. J'ai racheté la dette restante en espèces. Avec ma part et un peu plus, j'ai pris la pleine propriété. Mon avocat a déposé les documents le jour même. Kim m'a appelé enragée quand elle l'a découvert. Tu ne peux pas faire ça. Elle n'a nulle part où aller. Je n'ai pas haussé le ton. Je lui ai juste dit la vérité. Je lui ai déjà donné une chance. Elle t'a choisi. Puis j'ai raccroché. J'ai envoyé à ma mère une lettre. Pas longue. Juste 2 paragraphes. Je lui ai dit que je possédais la maison maintenant. Qu'elle avait 45 jours pour partir. Que je lui donnerais 5 000 $ pour l'aider à déménager. Mais c'était tout. Je l'ai signé de mon nom complet. Le même qu'elle avait omis de son testament quand elle l'a réécrit 2 mois avant le barbecue. Pas d'amour. Pas, ta fille. Juste mon nom. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas supplié. Elle a laissé Kim se battre pour elle. Kim a tout essayé. Appel judiciaire, campagne sur les réseaux sociaux, même une campagne GoFundMe alléguant des abus sur personnes âgées. Celle-ci a été supprimée lorsque j'ai envoyé la preuve de la fraude directement au site. J'ai gardé tout légal et froid. 45 jours plus tard, la maison était vide, pas nettoyée, juste abandonnée. De la nourriture encore dans le réfrigérateur, des sacs poubelles à moitié emballés, comme s'il manquait d'énergie ou d'espoir, ou les deux. J'ai changé les serrures le lendemain matin, parcouru chaque pièce. Ma vieille chambre était toujours là, intacte. Des posters sur le mur de quand j'avais 15 ans. Mon sweatshirt de lycée dans le placard. Je l'ai laissé là. Ce n'était plus jamais chez moi après ce barbecue. 1 mois plus tard, j'ai mis la maison en vente. Offre en espèces supérieure au prix demandé. Je n'ai pas gardé l'argent. J'en ai donné la majeure partie à un fonds d'aide juridique pour les femmes combattant l'exploitation des personnes âgées. Discrètement, sans nom, sans crédit. J'ai utilisé le reste pour créer un fonds d'éducation pour mes enfants parce que je vais leur apprendre ce que personne ne m'a appris. Que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. Ma mère vit maintenant dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Qui m'est partie au bout de 2 mois. Elle a dit que c'était trop difficile d'être une aide-soignante. Elle a emménagé avec un nouveau petit ami. Elle travaille maintenant dans un salon de manucure. Elle dit aux gens qu'elle a été trahie par sa famille. La plupart des gens hochent la tête et passent à autre chose. Ils ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Ma sœur a arrêté de parler à toutes les deux. Elle m'a envoyé un message le mois dernier. Elle a juste dit, « Je pense que tu avais raison. Je voulais juste que tu ne le sois pas. » Je n'ai pas répondu. Quant à moi, je dors mieux maintenant, pas parce que je me suis vengée, mais parce que j'ai enfin arrêté de supplier les gens de m'aimer, n'est-ce pas?
Parfois les gens ne changent pas. Parfois, ils vous montrent exactement qui ils sont. Et parfois, la vengeance la plus brutale est de les survivre et de les laisser se noyer dans la vie qu'ils ont choisie, sans moi.